Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans votre journal et merci à vous de commencer la semaine avec nous. Ce soir, la rédaction accueille Jean-Denis Larose, secrétaire général de la Chambre des métiers et de l'artisanat à Mayotte. Bonsoir. Bonsoir. On va parler de cette semaine qui était réservée à la Chambre des métiers et de l'artisanat où les artisans locaux et de l'océan Indien allaient être mis à l'honneur. Alors, on verra, l'événement a subi quand même quelques remous. Vous nous en parlerez tout à l'heure. Jean-Denis, vous restez avec nous. Avec plaisir. Avec nous également sur le plateau, Pierre Bellucci. Bonsoir Pierre. Bonsoir Amina, bonsoir à tous. Expulsion, encore expulsion, on va en parler ce soir avec vous, avec ce qui s'est passé notamment à Mtsahara et à Kanibé. On a vu ces familles qui ont été délogées de Choungi sont encore en ce moment sur la place de la République. Quel est l'état de la situation à l'heure actuelle? Vous nous direz tout cela tout à l'heure Pierre. Mais d'abord, voici les titres de ce lundi 23 mai. C'est désormais officiel. Frédéric Vaux est le nouveau préfet du 101e département de France. Il a pris ses fonctions ce matin à l'occasion d'une cérémonie de dépôt de gerbe à Dzaoudzi. Mais au-delà des formalités, ce sont surtout ses premiers mots qui auront retenu l'attention des nombreuses personnalités présentes pour l'accueillir. Explication. Alors que la crise des expulsés continue, une famille a souhaité évoquer publiquement son combat. Depuis des années, ses propriétaires ont entamé des démarches administratives coûteuses, mais qui ne leur ont toujours pas permis de récupérer leurs terres occupées illégalement. À l'heure où les expulsions se multiplient, rencontre avec une famille en colère. Le festival de l'image sous-marine débute ce mercredi 25 mai. Si la manifestation sera perturbée en raison de ce qui se passe actuellement place de la République, l'événement promet néanmoins de sensibiliser à l'environnement et de promouvoir l'île au lagon, le tout sous le signe du partage. Zoom sur ce festival à la fin de cette édition. Le 4 mai dernier, Mayotte apprenait le départ de Seymour Morsi et l'arrivée prochaine d'un nouveau préfet, Frédéric Vaux. Le représentant de l'État a donc pris ses fonctions ce jour en présence d'une foule de personnalités venues pour l'accueillir. Présentation a été faite ce matin lors d'une cérémonie de dépôt de gerbe, place de France à Dzaoudzi. Sécurité, immigration, développement, voilà en gros pour le préfet. Le premier discours est pour le moins que l'on puisse dire prometteur. Un sujet signé Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Leslie Vimnet. Frédéric Vaux, le nouveau préfet de Mayotte, a pris officiellement ses fonctions ce matin lors d'une cérémonie de dépôt de gerbe place de France à Dzaoudzi. De quoi prendre contact avec les personnalités du département venues en nombre pour l'accueillir. Alors le premier contact avec le préfet, effectivement, le préfet vient de prendre ses fonctions aujourd'hui. Nous espérons beaucoup. La situation aujourd'hui à Mayotte, comme vous le savez tous, est tendue. Donc nous attendons bien sûr de ce nouveau préfet un vrai partenariat, un vrai dialogue entre nous et les élus et la population mahoraise. Nous espérons bien sûr les jours à venir, des jours meilleurs. Chacun espère des jours meilleurs et pour cela, Bakar Liboto sait que le préfet n'est pas seul à décider. C'est avant tout le gouvernement qui dicte la politique à mener sur le territoire. Le préfet ne fait que représenter le gouvernement ici. Il a forcément une fiche de route ou en tout cas des instructions très claires, mais c'est au gouvernement de prendre ses responsabilités, c'est au gouvernement de fixer le cap et c'est au gouvernement d'avoir la volonté politique nécessaire pour changer les choses. Pour changer les choses, le préfet a justement ciblé plusieurs priorités qu'il a pu présenter aux invités lors d'un premier discours qui semble coller avec les grandes problématiques du département. Moi, je vois en arrivant trois priorités principales. La sécurité, lutter contre les atteintes contre les personnes et contre les biens, parce que individuellement c'est insupportable et parce que pour Mayotte, c'est un élément de base pour travailler au plus de sécurité, pour travailler au développement. Il y a le sujet de la pression migratoire qui est à prendre en compte avec le plus grand sérieux, mais nous devons aussi nous projeter vers l'avenir. L'avenir, c'est la mise en œuvre de Mayotte 2025 avec l'utilisation des outils dont nous disposons, le programme européen, le contrat de projet, les différentes dotations et bien entendu le plan que le Premier ministre a annoncé pour aider les collectivités locales à se stabiliser sur un plan financier. Chacun aura pu apprécier ou non les premiers mots du préfet. Et parmi les personnalités, l'optimisme semble de rigueur, notamment au niveau des syndicats.
même si le travail qui attend Frédéric Vaux est considérable. Le discours est rassurant parce que d'emblée, on entend un discours qui tend vers le développement économique, on attend un discours qui parle de la lutte contre la délinquance. Je pense que ce sont les éléments clés pour notre développement économique et social. Et quand on a un préfet qui arrive dans un territoire et qui commence à évoquer ces thèmes-là, je pense qu'il y a de l'espoir. Il a quelqu'un qui a la volonté de construire avec la population, avec les élus, avec toutes les parties prenantes pour le développement de Mayotte. Donc j'espère que tout ce qu'il a dit ce matin sera traduit réellement dans des faits. Et nous comptons effectivement réellement sur quelqu'un qui écoute et qui accompagne cette évolution, qui accompagne les discussions, qui accompagne les gens à sortir des problèmes que Mayotte connaît depuis un certain temps. Les attentes sont immenses autour de l'arrivée de ce préfet et des consignes qu'il a pu recevoir par le gouvernement. Un changement de politique est en effet vivement attendu, car l'heure est grave et le département ne peut plus attendre. Et à noter qu'à 18h, lors d'une réunion très importante, le préfet a rencontré les maires des 17 communes du département. Et on continue maintenant avec le bal des expulsions qui se poursuit sur le département. Ce week-end, ça s'est passé à Mtsahara. À Kanibé, les villageois ont pour leur part, eux, procédé à la démolition de plusieurs bangas. Les familles qui les occupaient ont ainsi dû quitter les lieux à la hâte en y laissant une bonne partie de leurs biens. Les habitants ont, par cette action, démontré leur volonté marquée de faire partir les Comoriens. Ils sont même allés plus loin puisqu'un comité intervillage a été également créé. Une démarche qui, selon les villageois, devrait leur permettre d'agir de concert et de manière plus structurée. Les précisions dans ce reportage signé Shakila Issouf et Leslie Vimné. Le silence qui règne désormais dans ces bangas témoigne des événements du week-end. Excédés par les vols et les violences qui ont lieu quotidiennement dans leur village, les habitants de Kanibé ont décidé d'expulser les familles issues de l'immigration irrégulière, responsables selon eux de tous les maux. Karsulala uku taambu de zirparao donc wasirongo amba borwari watowe mana karswafikiana bo watu urongo amba de wana watu de warhibiao na wasi urongo amba de wajeni de wahibao karswafikiana monbabo rongo borwari towe wajeni ne kawa natu do wahibao sahi rswasika yelewa. Donc jana rihimi alfajiri 4h du matin réattaqué ritowa ya mabangari ya usu au maximum wala karatsahuwa. Un comité des communes du Sud a également été créé ce week-end afin d'organiser les actions de récupération des terrains appartenant à des propriétaires des différents villages. Les actions seront non plus menées de manière isolée village par village, mais de façon groupée avec l'appui de demandes administratives d'expulsion. Le Nord pourrait d'ailleurs suivre cet exemple en formant son propre comité, une nouvelle preuve du ras-le-bol d'une population qui a décidé de prendre les choses en main. Manaru yangu paramoro moteranne zave moterataru zave deti zahibwa zangu mbangu de yobao zirengo magaza babo tsende ta gendarmerie tsende de kelar gendarmerie mbari ninarendeni ni kai lazima wa gendarmu wa serikali da aje ajaone eske hadisi yangu ile kweli au tambo etadi ajua ne kasuru fumari ule ne kasuru to le menguni kwa kila namna tofauti beba rasika risiki maana wa maya tu wana bila bunduki bila revo bila upanga. La tournure des événements semble aujourd'hui devenue incontrôlable et les élus municipaux comme la population se retrouvent dépassés. Cet adjoint au maire de la commune de Kanikeli explique qu'en l'état actuel des choses, la seule solution serait que les familles expulsées soient renvoyées aux Comores. Franchement, moi je crains parce que ces gens à qui on a cassé les bangas, où est-ce qu'ils vont aller? Ils sont dans nos champs, ils sont aux abords des villages. Qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est quoi leur devenir? Donc on a toutes ces questions qu'on se pose. On a fortement tendu la main au service de l'État pour trouver une solution parce que ces gens-là, on ne peut pas les laisser comme ça. Il faut bien trouver une solution. La solution c'est quoi? C'est de les renvoyer chez eux. C'est l'unique solution qui reste aujourd'hui. Parce que si on les chasse de Kanikeli pour aller à Mronabeja ou pour aller à Mzouazia à côté, là on n'est pas sorti de l'auberge. Du nord au sud, les expulsions se multiplient sur l'île et cela ne semble qu'être qu'un début.
Et elles aussi ont été expulsées. Cela fait plus d'une semaine maintenant qu'elles vivent place de la République à Mamoudzou. Plusieurs familles sont donc depuis toujours en attente de solutions d'hébergement. Mais malgré les réunions quotidiennes, toujours rien en vue, aux grandes dames des associations qui les prennent en charge. Celles-ci réclament d'ailleurs de rencontrer le nouveau préfet dans les plus brefs délais. Et ce, dans l'espoir d'obtenir des mesures de relogement immédiates. Reportage Shakila Issouf et Leslie Vimne. Les jours passent, mais rien ne change sur la place de la République. Aujourd'hui, les représentants des associations comoriennes ont refusé que nous filmions pour, selon eux, éviter de nouvelles tensions. Malgré ce mutisme, tous les jours, de nombreuses personnes se rassemblent autour du campement de fortune. Et lorsqu'on leur demande la raison de leur présence, ils ne peuvent s'empêcher d'exprimer leur désarroi face à la situation. hautabishwa na nyatu ikaundo ndane tambu inubanu ya dawla Faransa nge jodunga hamitsa haina taratibu jonatari hundana na amani so ni mwaru kaunde za jiri sheka bajambi hizo za tusons wejanjema za tusons shangari amini ukana haini namna ya mwanadamu shauto katolabonze hamambuzi yarelabonze yoti haki ngari amini ukayafanya honda mwendo ya fikiri ukakweli afanya naye shahari ya jinsi hautungu winji shangari aminu ya beina hatu no wananya tu wa maore wanu rondanda mwafikiano na hizo pianga jote ndelwa na dawla Faransa ndio jotongeza ya balbali kaunde jirubanu rondanda na amani. Petits et grands participent aux discussions sur la place publique afin de réfléchir à une solution de relogement des familles expulsées. Impuissants et désarmés, les proches accusent le coup, mais continuent à croire que Maoré et Comoriens peuvent retrouver des valeurs qui les unissent. Okamba zozafanyiha zo Mungu dafanya bebo Mungu afifanya ilazimani rikamba rizimilie dua hata Mwenyezi Mungu azisulise maana nkondo kaika ya mtu mmoja beyo nkondo uyenea tu wasema Islamu mwade honsi pio wabo belamba Maislamu ka lazima razidisha nkondo beru wenkondo yode ya Mwenyezi Mungu aikubali maana Mwenyezi Mungu asirambia Silam na Silam aimwana mnyawo Islamu amba sulawa lazima ndoa yehuto azidua sulawa. Entre espoir et prière, la communauté comorienne espère qu'un terrain d'entente sera rapidement trouvé, place de la République. Et si les expulsions sauvages se multiplient ces dernières semaines, de nombreux propriétaires ont pour leur part saisi la justice. À maintes reprises, ils ont réclamé l'expulsion dans les règles des occupants illégaux présents sur leur terrain. C'est notamment le cas de la famille Batrolo qui, depuis plusieurs années, se bat pour récupérer ces terrains situés dans la côte Sogea. Problème, pouvoir récupérer les biens qui leur appartiennent leur revient finalement très cher, puisqu'en passant par un huissier, les propriétaires se retrouvent à débourser des sommes faramineuses. Toutes les explications dans ce sujet signé Pierre Bellucci et Adèle Laurent. Si certaines expulsions sont jugées arbitraires par une frange de la population et certains médias, il est important de rappeler que de nombreux propriétaires mahorais se battent depuis plusieurs années pour récupérer leur terrain. C'est le cas de la famille Batrolo qui a tenu une conférence de presse cet après-midi pour exprimer son ras-le-bol face à une situation qui n'a que trop duré. Il se trouve qu'on paye beaucoup d'impôts, quitte à faire cotiser les enfants et les petits-enfants sur un terrain qui est squatté par des gens qui, en tout cas ce qu'on constate, c'est que les autorités en place, les autorités de l'État, je le dirais, trouvent normal cette situation parce qu'à chaque fois ils nous posent la question mais où vont aller ces gens? Malheureusement, je ne sais pas, par manque de chance, ce n'est pas nous qui les avons installés là. Plus de 5 hectares situés en grande partie dans la côte Sogea sont ainsi occupés par des dizaines de familles comoriennes. L'affaire est en justice depuis plusieurs années et une décision est tombée récemment. Les propriétaires devront ainsi verser une somme faramineuse à l'huissier pour procéder aux expulsions en toute légalité. Pas vraiment du goût de ces propriétaires qui refusent de payer pour une terre qui leur appartient de droit. Là, on dit entre 300 et 400 personnes effectives sur le terrain, mais les décisions aujourd'hui comptent 60 personnes. Donc c'est dérisoire et moi-même je me dis, en tout cas nous on se dit que puisque ça fait écho à Mayotte que et la justice et la préfecture ne veulent pas expulser, ils se sont dit, bon, sacrifier 60 personnes par rapport à 400 personnes, il faut faire le geste.
ils l'ont fait, mais ce geste-là ne nous convient pas. Rien que pour les 60 personnes, on a compté qu'il fallait cotiser dans les enfants, les petits-enfants, il fallait cotiser autour de 2 000 à 3 000 euros par tête. Ali Hamada, un autre petit-fils Batrolo, a lui aussi vivement réagi. Il affirme que si la justice ne peut leur venir en aide, ils seront contraints d'agir eux-mêmes. Erna hasera swaf. Erna hasera initsi hasera ya ukamba wa watu waringilia hashujabari watsateze sheri imaore leora de hali jila ifami ya Batrolo baduteze sheri lokamba serikali ya daula na ya mahakama ya maore yaliyo maore ban ilokamba ya survenulia harwa maore pia mfano wa place ya Batrolo amba utezefsheri watupa mpaka de uliotsijwana safe riswambia wa maore basi vo nartsangane moja kula waliona dawa yafana na twini risustehi isharia leo itsoka isharia maurde na rongwa risuidunga atabali rtwasilio neka ya urfaitisha resendra neka ya uguguru rtofanya berisumia Mungu kamba serikali irbe ushabaha ya ukamba raswasili harwa uguguru. Le foncier est depuis longtemps jugé comme un dangereux facteur de conflit communautaire. Un facteur exacerbé par une situation devenue explosive sur un 101e département où les problèmes n'ont cessé de s'accumuler. On vient de le voir, Pierre, un chapitre consacré à ces expulsions. On le voit d'un côté ces familles expulsées, des expulsions sauvages, et puis de l'autre ces propriétaires terriens qui réclament à récupérer leurs biens et qui n'y arrivent pas a priori. Mais la loi est claire, il faut qu'ils récupèrent leurs biens. Comment ça se passe alors ? Oui, ben voilà, là on voit toute la complexité aussi de cette situation, de la situation actuelle et de ce qu'on appelle aujourd'hui la crise des expulsés. Il y a un ras-le-bol général, on ne cesse de le rappeler, notamment ces propriétaires terriens qui ne peuvent pas jouir de leur terre. Ils payent, et c'est aussi ça. Hein. C'est là où on voit que les choses ont commencé à devenir de plus en plus compliquées. C'est le moment où les impôts fonciers sont tombés. C'est tout récent. Qui date quand même de plusieurs années. C'est pas effectivement, récent. Mais là aujourd'hui, et on le voit, la banderole le dit, nous payons pour les autres, puisque c'est de ça dont il s'agit. Donc on voit que le problème il vient de là, et le foncier, on l'a répété de nombreuses fois, c'est une bombe à retardement à Mayotte, parce qu'effectivement il y a énormément de personnes qui ont des terrains et des terrains qui sont occupés illégalement. Et il y a toujours, on en revient toujours à donc ces expulsés, et aussi ce côté humain, place de la République, qu'on a vu encore une fois, même s'il faut faire très attention parce que les choses sont très instrumentalisées de plus en plus, on tourne dans le politique plus que dans l'humain, et donc il faut faire très attention à ça. Alors qu'est-ce que vous appelez instrumentalisé? Dans quel cadre on tourne dans le politique? Pour ceux qui nous regardent, qui nous écoutent. Lorsqu'on voit tout ce qui se passe aux Comores, les réactions, lorsqu'on voit aussi certaines associations, leurs discours, les manières de faire, on a vraiment l'impression qu'aujourd'hui cette situation et ce drame humain, parce qu'il s'agit bien de ça, est instrumentalisé. À des fins politiques. Et derrière, qu'est-ce qu'il y a? On en a parlé vendredi déjà. Il y a l'île comorienne de Mayotte que revendique encore et toujours l'Union des Comores. Avec des menaces parfois même. Avec des menaces, et je viens là à ce qui se passe actuellement sur le territoire et à ce sentiment. On a vraiment l'impression qu'il y a une psychose. Mayotte est rentrée dans une situation de psychose. Alors on l'a vu, ça a été cristallisé ce week-end par des SMS et notamment des armes qui auraient circulé. Alors c'est venu d'une rumeur. Selon nos sources, et on est plutôt bien renseigné sur la question, il s'agit vraiment uniquement de rumeurs. Il n'y a pas eu d'armes, il n'y a pas eu de saisie d'armes. Mais des armes qui seraient venues d'Anjouan ce week-end afin d'attaquer Mayotte, afin que les Comoriens sur le territoire s'en prennent aux Mahorais, et qu'il y ait une guerre civile qui soit déclarée face à la situation. Donc on le voit, il y a beaucoup d'instrumentalisation. Certains profitent de cette situation pour ramener le politique sur le devant de la scène, et cette revendication encore et toujours de l'Union des Comores, de Mayotte française, qui est l'un des points d'orgue de ce problème finalement. C'est ça, les Comores refusent d'accepter Mayotte française. Pourtant les faits sont là, Mayotte est département. Alors comment réagissent les autorités jusqu'à maintenant, Pierre, face à tout cela? Alors là on vient au nouveau préfet. Mayotte
depuis aujourd'hui officiellement un nouveau préfet, Frédéric Vaux, qui va prendre ses marques. Alors, on sait que les associations veulent le rencontrer le plus rapidement possible afin qu'une solution soit trouvée par rapport à la situation des expulsés. Lui a parlé aujourd'hui, il a souhaité définir ses priorités. Parmi ses priorités, il a parlé d'immigration clandestine, du flux migratoire, il a parlé de contrôle de ce flux migratoire. Donc on voit bien qu'il a pris conscience des problématiques et peut-être aussi du ras-le-bol. Maintenant, on imagine qu'il va prendre des mesures, qu'on ne va pas pouvoir laisser cette situation perdurer éternellement. Place de la République, on le voit, on va en parler tout à l'heure, il y a des événements qui se passent sur cette place et puis c'est la place de la République, c'est un symbole. Et c'est d'ailleurs, là aussi, on le voit quand on parle d'instrumentalisation, c'est un symbole, la place de la République, de par son nom et d'avoir ces personnes à cet endroit-là, c'est extrêmement symbolique et c'est pas par hasard non plus. Donc voilà, donc il y a toutes ces choses que nous continuons à suivre avec, on a l'impression, un statu quo, mais un nouveau préfet qui va devoir prendre des décisions fermes très prochainement. Ce matin, il a eu un discours très positif, il a bien ciblé les priorités, en tout cas celles qui sont réclamées depuis très très longtemps par les élus, par de nombreuses personnes, c'est-à-dire la sécurité, le développement et l'immigration clandestine, un contrôle de l'immigration clandestine, voilà toutes ces choses. Voilà ce qu'on peut dire actuellement sur la situation à Mina, qui évolue finalement très peu. On attendait la prise de fonction du préfet pour voir ce qu'elle allait en être. Et on va voir très prochainement. On imagine que le préfet, il a un peu répondu à la question, mais il ne s'est pas mouillé. Là, il rencontre actuellement les maires. Et ensuite, on va voir ce qu'il en est. Dès demain, j'imagine qu'il va y avoir sûrement une rencontre et qu'il va s'exprimer sur ce sujet en particulier. Et les maires sont bien évidemment beaucoup d'attentes. Effectivement, on peut imaginer qu'actuellement, lors de cette réunion qui se déroule, au moment où nous parlons, la crise des expulsés va forcément revenir un moment ou un autre autour de la table. Et on va sûrement aussi voir ce qu'il en ressort et les maires, qu'est-ce qu'ils nous disent de ce premier contact avec leur nouveau préfet. Merci beaucoup Pierre pour toutes ces précisions et bien évidemment on va suivre ce qu'il en est dans les prochains jours de l'arrivée du nouveau préfet Frédéric Vaux. Et je vous propose maintenant de faire un petit tour d'horizon du reste de l'actualité de ce lundi 23 mai. C'est tout de suite dans l'actualité en bref. Vendredi dernier, l'intersyndicale du CHM a pu rencontrer le directeur adjoint du cabinet de Marisol Touraine à Paris. Alors que le mouvement de grève reprenait à Mayotte, la réunion au ministère de la Santé aura duré près de 3 heures, débouchant néanmoins sur des mesures concrètes. En effet, le ministère a accordé le recrutement prochain de 110 professionnels de santé, en particulier des sages-femmes, des gynécologues, des médecins ou encore des traducteurs. Une mesure qui devrait coûter près de 30 millions d'euros et qui s'accompagnera de la mise en place d'un comité de travail dès le mois de juin. Du côté de l'intersyndicale, la satisfaction d'avoir été écouté a pris le dessus sur la longue liste des problèmes qui ne seront pas résolus par ce seul recrutement. En effet, l'attractivité ou encore l'augmentation de la capacité d'accueil représentent toujours des enjeux de premier ordre pour les syndicats. Quoi qu'il en soit, vendredi dans la soirée, la grève a été suspendue jusqu'au mois de juin, date à laquelle le comité de travail doit se réunir pour la première fois. Le 10 juin prochain, Mayotte va vivre un événement qui va marquer son histoire. En effet, dans moins de 3 semaines, le Boeing 787-800 permettra le premier vol direct entre Mayotte et Paris. Un grand moment allant dans le sens du développement d'un département qui en a bien besoin. En attendant, le nouvel avion d'Air Austral s'apprête à rallier Paris dès aujourd'hui, lundi 23 mai. Une délégation réunionnaise et mahoraise se trouve actuellement à Seattle, où l'engin dernier cri a été fabriqué. La rédaction de France Mayotte a ainsi pu découvrir ce B787-800 qui semble tenir toutes ses promesses, tant en termes de performance que de confort. L'appareil est en effet l'un des plus beaux jamais créés et s'annonce comme un réel facteur susceptible de changer la dynamique de développement du territoire, notamment dans le domaine du tourisme. Rendez-vous désormais le 10 juin pour un vol inaugural qui fera date. Et ce week-end, les journées portes ouvertes au BSMA ont enregistré un nouveau record d'affluence. Plus de 30 000 personnes se sont en effet rendues à Combani, soit près d'1 personne sur 10 vivant à Mayotte. Il faut dire que l'événement était une nouvelle fois à la hauteur des attentes. Des dizaines d'exposants avaient ainsi mis les petits plats dans les grands pour faire découvrir leurs produits, tandis que les activités et autres démonstrations de type tir à la carabine, paintball, balade en jeep ou encore simulation de combat
auront su ravir petits et grands. Dans le contexte actuel, l'événement aura permis le temps de quelques heures de profiter d'une manifestation capable de rassembler une forte densité de population dans la joie et la bonne humeur. Félicitations au bataillon de service militaire adapté qui aura su faire de ces journées portes ouvertes 2016 un grand moment de partage. Et enfin, cette semaine, place au Festival de l'image sous-marine. Comme chaque année à cette période, l'événement fait la joie des petits et des grands. Les premières projections étaient destinées aux scolaires, mais dès mercredi, tous les amoureux de la mer pourront en profiter. Deux séances sont ainsi prévues chaque jour à 18h30 et à 20h30. Zoom sur l'événement avec Adèle Laurent. Entièrement gratuit, le Festival de l'image sous-marine existe pour sensibiliser, mais aussi pour faire découvrir les beautés sous-marines de Mayotte, comme nous l'explique Jack Pass, l'organisateur du festival depuis 22 ans. Nous habitons une petite île, il y a la mer partout, est omniprésente, elle est d'une extrême richesse à Mayotte. Les fonds sont superbes, les gens qui ont plongé à Mayotte et dans le reste du monde sont unanimes à reconnaître ici l'extrême richesse du lagon et de l'extérieur du lagon mahorais. Donc le but du festival, c'est d'attirer le plus grand monde possible vers ce milieu marin, essayer de sensibiliser et surtout la jeunesse, puisque c'est quand même elle qui va porter l'avenir de Mayotte. Une découverte du monde sous-marin et une sensibilisation à la protection environnementale. Le festival est également ouvert à l'international et à tout l'outre-mer, puisque cette année, Belges, Réunionnais, Calédoniens ou encore Polynésiens feront partie du concours. Une action prépondérante est également menée au niveau de la jeunesse. Ainsi, ce matin, des projections dédiées aux scolaires étaient organisées au cinéma Alpaggio. Pour la classe de CP de l'école Kawenité 17, ces projections sont l'occasion de découvrir en images le lagon, sa faune, sa flore et la manière de le protéger. Une introduction à un programme plus large. Donc nous avons un domaine dans nos programmes de l'éducation nationale qui est l'éducation et l'environnement au développement durable, qui fait que nous devons préconiser et aider nos élèves à comprendre l'écosystème de leur île. Avec l'aide de partenaires d'associations comme les naturalistes, nous avons organisé un séjour court de 3 jours pour nos élèves. Ils vont découvrir le lagon en vrai, et la mangrove et tout l'écosystème autour. Un festival qui participe à faire connaître le monde sous-marin de Mayotte, monde sous-marin qui peut s'avérer dangereux si des précautions ne sont pas prises. Comme partout dans la nature, la montagne, il faut savoir ne pas s'y aventurer n'importe comment, mais la mer c'est un peu pareil. Il y a des espèces qui peuvent être dangereuses, qui gagnent à être connues. Je pense surtout aux poissons-pierres, à des espèces venimeuses qu'il faut savoir reconnaître, identifier. Certaines espèces de coquillages, comme certains cônes, qui peuvent être très dangereux. En apnée, il est évident qu'il ne faut jamais tenter l'expérience seul, en chasse sous-marine évidemment, mais à partir du moment où on prend un minimum de précautions, la mer nous apporte énormément de choses. Le festival de l'image sous-marine devait se dérouler comme tous les ans place de la République. Compte tenu des événements, la manifestation est délocalisée au cinéma Alpaggio. Même si les stands du Salon de la mer ne sont plus à l'ordre du jour, les différentes projections sont quant à elles maintenues aux mêmes heures et avec le même programme. Rendez-vous donc à partir de mercredi 18h30 au cinéma Alpaggio pour découvrir ou redécouvrir les mondes sous-marins de différents horizons. Et je l'annonçais tout à l'heure, Jean-Denis Larose, secrétaire général de la Chambre des métiers de l'artisanat Mayotte, est avec nous sur le plateau. Avec vous, on va parler de ce forum, le forum des métiers de l'artisanat de l'océan Indien, un événement qui devait se tenir toute cette semaine. Alors, qu'en est-il actuellement? On le sait, ça devait avoir lieu à la place de la République, avec les événements que nous connaissons. Qu'en est-il très exactement, Jean-Denis Larose? Alors, le Forum des métiers a démarré ce matin comme c'était prévu, donc par un colloque qui s'est tenu à l'hôtel consulaire, donc qui a fait le plein avec des intervenants vraiment exceptionnels qui ont pu discuter avec les artisans sur les conditions de déplacement des artisans dans l'océan Indien à titre professionnel. Donc ça a commencé à 9h ce matin, ça s'est terminé à midi et c'était très très bien. Et pendant ce temps, une réunion se tenait avec la préfecture sur l'utilisation de la place de la République qui a été confirmée. Alors c'est vrai qu'il y a eu un moment de flottement, mais tout le monde a estimé que finalement les conditions étaient réunies pour qu'il y ait un beau forum
Donc le forum ouvrira demain la foire, puisque le forum c'est à la fois un colloque, une foire, et la foire ouvrira demain Place de la République à 8h avec une inauguration officielle à 10h30. Voilà, on est tous contents. Alors de nombreux artisans seront présents, donc on le sait, des artisans venant de Mayotte, mais également de la région Océan Indien. C'était important pour vous de réunir toutes ces personnes sur la place? Oui, c'est très important parce que ça montre, surtout en cette période de trouble, ça montre un peu la solidarité des artisans, leur désir de travailler ensemble. Et ça se passe plutôt bien. Donc il y aura des artisans qui viennent de l'Union des Comores, donc des 3 îles, sans exception. Il y aura des artisans de Madagascar qui viennent à la fois des hauts plateaux et des côtes. Et puis il y aura des artisans de Mayotte, bien évidemment. Et tous ces gens-là se connaissent, échangent des idées, font des projets ensemble. Je rappelle que nous sommes à l'origine de la création de l'Assemblée régionale des chambres de métiers et de l'artisanat océan Indien, qui regroupe toutes les chambres de métiers du coin. Et avec beaucoup de projets, ça se passe toujours bien, quoi. C'est aussi un symbole de compréhension, de travail commun et puis d'amitié. Le bureau de l'ERSAMA est composé d'un président qui vient de Mayotte, d'un vice-président qui vient de Madagascar et des hauts plateaux de Madagascar, d'un secrétaire qui vient de l'île d'Anjouan et d'un trésorier qui vient des côtes de Madagascar, en l'occurrence Diego Suarez, et ça se passe parfaitement bien. Donc il n'y a pas de raison qu'ils n'arrivent pas à travailler ensemble. Voilà. Alors par les temps qui courent, on le sait, au niveau économique, Mayotte vit une période assez difficile. Est-ce qu'aujourd'hui les artisans arrivent à s'en sortir ou c'est ce genre d'événement qui va permettre de relancer leur activité Voilà, alors il faut voir que les artisans qui exposent sont les artisans d'art. Qui finalement n'ont pas tant d'occasions que ça de promouvoir leurs produits et de se faire connaître. Donc chaque année, le forum est un point fort dans leur activité et ils tiennent beaucoup à ce que ça se produise. Maintenant, il faudra aussi à terme que ce forum évolue et qu'on puisse accueillir d'autres secteurs d'artisanat, que ce soit de la restauration, des services et d'autres pays. Voilà. Donc c'est en cours et on espère que pour l'édition 2017, donc il y aura une manifestation beaucoup plus élargie, avec des financements aussi différents, un positionnement différent, alors pour vous dire, un positionnement peut-être européen, et avec d'autres pays, et en l'occurrence l'île Maurice, puisque nous avons rencontré la semaine dernière l'ambassadeur de Maurice à Tananarive, et qui nous a donné une assurance sur la présence d'artisans mauriciens l'an prochain. Voilà. Donc une 4e édition qui profite justement aux locaux et à la région. Une 4e édition avec de l'expérience de plus en plus chaque année. Oui, avec de l'expérience, avec la fête du pain encore cette année. Il y aura un défilé de mode samedi à 17h. Le festival d'image marine qui s'est greffé depuis l'an dernier sur le forum et ça se passe très bien. Alors là, j'ai vu que Jacques Passe que vous aviez annoncé que ça se tenait au cinéma, donc la décision n'est pas encore prise. Il y a eu un flottement quand même. Il y a eu un flottement, bien sûr, comme nous. C'était un plan B, nous on avait un plan B, un plan C. Bon, il se trouve qu'on a tous estimé que les conditions étaient réunies, donc je pense que Jacques Passe prendra la décision définitive demain. Mais on est tous contents que ça se passe sur la place de la République. En plus, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est un symbole. Voilà. Merci beaucoup Jean-Denis Larose, vous êtes le secrétaire général de la Chambre des métiers de l'artisanat et le forum se tient sur la place de la République tout au long de la semaine. Jusqu'à dimanche soir. Merci beaucoup, c'est ici que s'achève cette édition. Merci pour votre fidélité. Une édition rediffusée sur notre site l'infocoesie.fr, sur YouTube et sur notre page Facebook. À suivre juste après l'invité du temps de parole, Ariti Abdullah. Il était ce matin au micro de Patrick Millan. Et comme chaque lundi à 20h, ne ratez pas votre rendez-vous sportif K-Sport. Excellente soirée à vous sur KTV.